Bonjour Jacques. Bienvenue de nouveau à Pont-Saint-Esprit. D'ailleurs, je tiens à préciser que tu es venu à Pont-Saint-Esprit, c'était en janvier 2023, et que tu avais fait une présentation de la spirale dynamique. Donc c'est à ce sujet que je reviens vers toi. C'est pour que tu puisses parler un petit peu de la spirale dynamique, qui est méconnue du public politique et qui, selon moi, devrait être vulgarisée, sachant que Nelson Mandela s'est déjà appuyé sur la spirale dynamique, donc ça tu pourrais expliquer un petit peu en introduction. Alors est-ce que tu pourrais justement expliquer, introduire la spirale dynamique, s'il te plaît? Ok, donc on va faire une introduction de contexte, comment le modèle Spiral Dynamics, c'est en anglais, en fait, Spiral Dynamics, c'est souvent une traduction française qui n'est pas géniale, parce que normalement, c'est les dynamiques en spirale, hein, donc je vais utiliser plutôt le mot un peu anglais, Spiral Dynamics, hein, Spiral Dynamics, et donc je vais partager une présentation. Donc en fait, je fais un sous-titre, c'est post-Covid, donc à partir de 2020, de quel niveau paradigmatique avons-nous besoin? Donc on verra aussi la notion de paradigme, de façon de penser, de structure mentale qu'on a besoin pour s'adapter en fait à cet environnement qui est extrêmement changeant. Donc tu parlais de Nelson Mandela. Effectivement, autopsie de transformation, c'est qu'en en 95, quand Mandela a commencé à vouloir s'attaquer à l'apartheid, il avait un souci, c'est que la façon de penser des Blancs et ceux des Noirs en Afrique du Sud en 95, c'était pas vraiment les mêmes façons de penser. Et donc, un des deux créateurs du modèle Spiral Dynamics est venu, hein, c'était assez récent d'ailleurs, en publication, hein, donc Don Beck est venu le conseiller pour mettre en place des outils, des approches pour justement faire ce mélange et que ça ne termine pas en bain de sang. Voilà, donc on parle de transformation et en fait on a besoin de travailler sur des transformations, entre autres sociétales, parce que les choses sont en train de bouger et on a vraiment besoin de transformer au niveau de la société les points de vue, comme on dit, les façons de voir les choses. Un rapide mot de quelques personnes connues, d'Emmanuel Kant, qui disait que l'intelligence d'un individu se mesure par la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Et c'est vrai que depuis 2020, le monde est extrêmement incertain. Les choses changent de plus en plus. Quand on voit encore ce qui s'est passé, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans la nuit, là, entre Israël et l'Iran, il y a des choses qui sont vraiment en train de bouger très, très rapidement. Et ce contexte peut être très anxiogène si on n'a pas les bons outils d'analyse et la bonne façon de voir les choses. Donc, on parle d'Emmanuel Kant. La diapo suivante, on va plutôt parler d'Edgar Morin, hein, donc, qui est un monsieur maintenant, qui est un philosophe et un sociologue qui a un peu plus de 100 ans et qui dit que l'incapacité de reconnaître, de traiter et de penser la complexité est un résultat du système cognitif dominant dans notre civilisation. D'accord. Et en fait, on se rend compte que à tous les niveaux, les leaders, les décideurs n'ont pas forcément la façon de voir leur carte du monde appropriée. Hein, c'est presque très, au niveau d'adaptation, des écarts, justement. Hein, donc, c'est c'est extrait d'un livre d'Edgar Morin qui s'appelle Complexité et organisation, faire face aux défis de demain. Donc, s'adapter à la complexité, je ne sais pas si tu vois la diapo, si tu reconnais le monsieur. Hein, la photo devait être noir et blanc au départ, elle était colorisée. Et c'est Charles Darwin. Et en fait, Spiral Dynamics, c'est une application plus détaillée du célèbre s'adapter ou disparaître de Darwin. Hein, tous les travaux de Darwin, si on peut les simplifier, c'est en fait, il a besoin de s'adapter. Hein, et donc, on se retrouve effectivement, est-ce qu'on est-ce qu'on veut être un vélociraptor avec une casquette à la new-yorkaise et puis un grand collier en or, ou est-ce qu'on veut terminer dans un musée en osman? Vraiment cette notion d'adaptation. En fait, on a besoin de s'adapter dans ce monde qu'on appelle VICA, VICA.
VUCA en anglais, hein, c'est un terme de l'armée américaine, qui est un acronyme pour V comme volatile, I comme incertain, C comme complexe et A comme ambigu. Et notre environnement, depuis 2020, effectivement, il n'arrête pas de changer. C'est en plus de plus en plus vite. Ce qui était vrai à l'instant T peut être complètement remis en cause dans les 15 jours qui suivent, entre autres, suivant l'humeur du président américain, entre autres, mais pas que. Alors, si on regarde un peu le processus du succès et de l'échec, on se rend compte que on va avoir une notion de mindset, hein. Je prends le mot anglais parce que le mot français d'état d'esprit, c'est le mindset, c'est un peu plus que l'état d'esprit, qui définit, qu'on rajoute avec un état interne qu'on a à l'intérieur de nous, au niveau ressenti, au niveau émotionnel, va nous donner des actions et ces actions vont donner des résultats. Donc, on voit vraiment tout le suivi et que l'origine de tout ça, c'est en fait notre façon de penser, notre façon de voir le monde. Hein, donc, ce que j'appelle le mindset, euh, qui est un mot anglais, c'est bien sûr un état d'esprit, c'est une façon de penser, c'est une structure mentale et un ensemble de paradigmes. Hein, donc, je vais venir très rapidement derrière, c'est une notion de paradigme avec une photo que certains d'entre vous connaissent, un film qui est sorti en 1999, hein, donc il y a 26 ans maintenant, avec le héros du film Matrix qui a besoin de choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. Hein, est-ce qu'il veut accéder à la réalité ou est-ce qu'il veut rester dans l'illusion en fonction de ce qu'il voit? Alors, le mot paradigme est souvent utilisé, c'est très à la mode, c'est souvent un peu un mot valise. On va prendre là juste deux exemples dessinés de paradigme. Et là, on voit deux petits bonhommes, il y en a un qui dit 4 et l'autre il dit 3. Qui a raison, entre guillemets, hein? Parce que s'ils sont dans un débat, même politique ou autre, chacun va tenir mordicus qu'il y a 4 barreaux et l'autre il y en a 3 et ils peuvent se devenir quasiment violent, dire non, non, j'ai raison, il y en a 4, non, mais moi je dis que j'en vois 3, ainsi de suite. Et en fait, les deux ont raison, donc ça dépend effectivement du point de vue dans lequel on est positionné. Un autre exemple ici, presque plus facile, euh, est-ce que c'est un 6 ou un 9? Ben, les deux, en général, tout dépend du point de vue nouveau, physiquement, d'où on se place. Alors, pour donner un exemple de paradigme, ça existe même dans le monde physique, hein. Ici, vous voyez la photo d'un voilier avec 4 mâts qui s'appelait Club Méditerranée, d'accord, et qui était construit à l'époque pour faire les courses autour du monde en solitaire. Et c'est un bateau qui faisait 72 mètres de long en longueur de flottaison. Et pourquoi ça? Ben, il y a un paradigme physique qui nous dit qu'un bateau qui flotte sur l'eau ne, à une vitesse limitée, et sa limite est liée à la racine carrée de sa longueur de flottaison. Donc, dans les années 80, la plupart des bateaux de course faisaient dans les 18 mètres, 18 mètres 50. Donc, quand ils ont voulu faire Club Méditerranéen, donc qu'ils ont aussi appelé Manureva, qui est une chanson qui était faite là-dessus, et donc le navigateur Alain Collat, qui a disparu sur ce bateau, ben, aller 2 fois plus vite, ça veut dire qu'il faut avoir un bateau 4 fois plus long. Voilà. Donc 18 par 4, ça fait 72 mètres. Et dans les années 80, en fait, les gens qui faisaient de la voile, qui se sont dit, ben, ils observaient les surfeurs, et ils se sont dit, bah, tiens, peut-être qu'une planche de surf, on va pouvoir mettre une voile dessus. Donc, on a créé les planches à voile. Et les architectes marines se sont également inspirés des planches à voile. Et les bateaux de course ont commencé à être des bateaux à fond plat pour commencer à surfer sur l'eau et à changer de paradigme. Et si vous regardez maintenant les courses de vitesse en voile, ben, on se rend compte que maintenant, avec les foils, les bateaux sont complètement déjaugés, hein, et en fait, ils volent au-dessus de l'eau. La coque ne touche même plus de l'eau, hein. Ça, c'est pour les petites courses, mais les courses autour du monde, c'est exactement la même chose.
le bateau vole au-dessus de l'eau. Donc là, on voit par exemple au niveau des courses de bateaux à voile, on est sur trois paradigmes physiques totalement différents et qui permettent d'avoir des performances très très différentes. Alors, j'ai récupéré ça de Wikipédia hein, pour dire qu'un paradigme, c'est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie, soit une matrice disciplinaire, théorique, un modèle théorique ou un courant de pensée. Alors, la première phrase, j'aime bien, c'est une forme de rail de la pensée. On a vraiment ça, un rail, un peu comme un chemin de fer, et sur un rail, on n'a pas la possibilité d'aller à gauche ou à droite. On est amené à suivre ce rail, donc dont les lois ne doivent pas être confondues avec celles d'un autre paradigme. Et qui, le cas échéant, peuvent aussi faire obstacle à l'introduction de nouvelles solutions mieux adaptées. Et donc, dans le monde politique, les paradigmes sont extrêmement importants puisque ce qu'on attend un peu des leaders politiques, c'est de trouver des solutions aux problématiques du moment. Hein. Et donc, le fait d'avoir un saut paradigmatique va nous permettre de trouver des solutions nouvelles et qui fonctionnent. Donc cette nation est aussi rattachée à sa notion d'idéologie au sens de la science des idées et des représentations. Donc le paradigme au sens collectif est un système de représentation largement accepté dans un domaine particulier. Cela dit, les paradigmes tentent à différer selon les groupes sociaux et à changer dans le temps en fonction de l'évolution des connaissances. Entre autres, c'est le cas des paradigmes scientifiques. Hein, donc le texte que je vous lis, c'est des choses qui viennent de Wikipédia. Une question qu'on peut se poser, peut-on ne pas avoir de paradigme? Et les conséquences des paradigmes sur notre vision du monde. Et en fait, tout le monde a des paradigmes. Et c'est ce qui se passe justement euh, quand je vois des fois des débats entre deux représentants de groupes politiques différents qui sont sur des paradigmes différents et chacun est tellement convaincu qu'il possède la vérité que la discussion et les échanges sont quasiment impossibles. D'accord. Et donc, ce qu'on disait, c'est que ces paradigmes vont fortement influencer notre vision du monde, notre carte du monde et définir ce qui est possible. Et donc, effectivement, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir les paradigmes les plus avancés qui nous ouvrent un peu le champ du possible. Alors, quelques exemples aussi de paradigmes sous forme visuelle. Hein. Tu connais certainement ce célèbre tableau de Magritte et où c'est écrit ceci n'est pas une pipe. Et donc, il a raison parce que c'est pas une pipe, c'est une représentation d'une pipe. Alors que pour la plupart des gens, on dit ah, bah, c'est une pipe. Non, non, c'est une représentation d'une pipe. Ici, notion de paradigme, si vous regardez ce dessin, je peux vous poser la question, tu peux regarder aussi, Cyril, est-ce que le personnage est à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur? Et donc, en fonction de si on porte le regard plutôt en haut à gauche du dessin, ben, on va le voir à l'extérieur. Et si on porte le regard plutôt en bas à droite, on va le voir à l'intérieur de la maison. Et donc, c'est une question de façon de voir la même réalité qui est le même dessin. Sur la diapo suivante, j'aimerais aussi introduire rapidement la différence entre ce qui est complexe et compliqué. Et je me rends compte que souvent, dans une conversation, les gens utilisent souvent un adjectif à la place de l'autre, alors qu'en fait, c'est des choses extrêmement différentes. Et si on se trompe, ça peut coûter cher, surtout en entreprise et ou effectivement dans le monde politique. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc l'idée, c'est de lever la confusion entre les deux. Le Larousse nous dit, le compliqué, c'est quelque chose qui est difficile à démêler et à comprendre. Un exemple de quelque chose qui est compliqué, là, c'est le cockpit d'un Boeing des années 70, hein, où à l'époque, il fallait le pilote, le copilote, et là, l'endroit où pris la photo, ce qu'on appelait le mécanicien, qui était en fait un ingénieur qui s'occupait de tous ces boutons.
Alors, ça nous a l'air très très compliqué, effectivement, et ça l'est, mais avec quelques années de formation et de simulateur, bah, ce qu'on appelle le mécanicien à bord, bah, il s'en sortait très très bien avec ça. Donc, on voit très bien que le compliqué, on arrive à l'appréhender avec du temps et des simulations. Le complexe, par contre, contient plusieurs parties et plusieurs éléments combinés d'une manière qui n'est pas immédiatement claire pour l'esprit. Toujours définition de Larousse. Un exemple de quelque chose qui est complexe, un truc aussi simple et intéressant qu'un plat de pâtes. Si vous avez un plat de pâtes et que vous le laissez tomber par terre, aucun scientifique ne sera capable de prédire la forme et les positions que vont prendre les différentes pâtes entre elles. D'accord. Le changement de position. Donc là, on est vraiment quelque chose qui est effectivement plutôt simple dans l'idée, hein, un plat de pâtes, mais qui est complexe. Alors pourquoi faire la différence? Question, est-ce qu'on peut résoudre la complication? Absolument. Quelque chose qui est compliqué, on peut le simplifier. Je prenais l'exemple d'un cockpit des années 70, d'un Boeing. Je reviens en France. L'Airbus A380, voilà le cockpit. On peut dire que déjà, il n'y a plus que deux personnes, hein. Il y a le commandant de bord, et le pilote et le copilote. Et bah, le cockpit est beaucoup, extrêmement simplifié grâce, entre autres, à l'informatique et différentes tablettes de présentation. Donc, le compliqué peut se simplifier. La question, c'est est-ce qu'on peut résoudre le complexe ou le simplifier? Bah, justement, non. On peut juste s'adapter. Et le monde complexe qui nous entoure, ça va demander justement cette notion de mindset, cette structure mentale pour s'adapter et trouver les bonnes solutions par rapport à ce monde qui n'arrête pas de changer. Albert Einstein. Albert Einstein nous a dit une chose extrêmement intéressante. Il a dit plein de choses intéressantes, mais je vais prendre celle-là. On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée, le même niveau de conscience que celui qui l'a créé. Je vais le relire pour vraiment qu'on prenne conscience de ce qu'il a écrit, qui est extrêmement puissant. On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée, conscience que celui qui l'a créé. Or, on a quelques situations dans la vie des Français et les habitants de l'Europe et au-delà de l'Europe qui ont été créées par un certain niveau de pensée. Or, pour les résoudre, nous allons avoir besoin d'avoir un niveau de pensée suivant. Et on verra après cette notion de suivant dans justement l'approche du modèle Spiral Dynamics. D'accord? Et son principe a été découvert dans les années 60 par le professeur Clark Graves suite à 7 ans de collecte de données. Hein, donc, il a créé un modèle qui s'appelait ECLET et, dans les années 60. Et dans les années fin 80, début 90, il a eu deux de ses élèves. En fait, il s'est posé une question à ses élèves, une question très simple, quelles sont les qualités d'une personne mature? Hein, donc, c'est un professeur en psychologie, donc il a traité tout ça. Et donc, c'est une approche clinique, c'est une sociologie très, très différente de la sociologie qui est utilisée en France et qui a souvent comme inconvénient de pouvoir expliquer les choses, mais rarement d'apporter des solutions. Voilà donc la fin de cette introduction au modèle universitaire Spiral Dynamics.